Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Cette vallée, moi, je pourrais dire que c'est ma vallée, mais bon, même si évidemment que je n'en suis pas propriétaire, mais c'est mon lieu de travail. C'est vraiment un endroit qui m'est cher. Je m'en lasse pas. Voilà, je ne me lasse pas de ces paysages, les barres rocheuses. Je sais que là, il y a une aire d'aigle, des pentes assez raides. Il y a l'Ubac, le versant qui est exposé au nord, qui est assez frais avec des mélèzes. Et puis le côté sud, la Drée, très sec, beaucoup plus chaud. C'est là d'ailleurs que les chamois passent l'hiver, parce que la neige fond très vite. C'est bien exposé au soleil. Et l'été, ils vont de l'autre côté, justement, se mettre au frais. Au fond de la vallée, il y a la Dublé ou Diablé, un sommet qui est le sommet un peu emblématique de la vallée, qui est à presque à 3000 mètres d'altitude. Il manque quelques dizaines de mètres pour y arriver. Et ça donne vraiment ce caractère sauvage à la vallée, avec des roches, des parois très découpées, très déchiquetées. Un grand versant qui ferme cette vallée. Et ça va là-bas, c'est dans le cœur du parc. Oh, il y a un tico là-haut. Ah oui, il vient de passer. Il s'est posé juste à côté de la dalle grise. Il est en train de grimper et il cherche à manger. Alors, il vole comme un papillon, c'est pour ça qu'il a ce surnom de l'oiseau papillon. Il se pose sur le rocher et il grimpe. Il a des griffes vraiment très adaptées à ça. Et alors, il est gris cendré ou ardoise. Et quand il ouvre les ailes, eh bien, là c'est magnifique, il y a du pourpre et des points blancs. Et c'est ce qui le rend assez photogénique. Et on a tendance à le pister un peu partout pour chercher à faire des photos. Mireille avait tout pour devenir une adepte des sports de montagne, entre l'escalade, l'alpinisme et le ski, et en faire sa profession d'une façon ou d'une autre. Par chance, elle a pris un tout autre chemin, mais toujours dans la montagne. L'attrait pour les êtres vivants a été plus fort. Ça s'appelle la vocation, et quand elle vous tient, elle ne vous lâche plus. D'autant que Mireille a développé son talent pour l'image, aquarelle et photographie, que ce soit du discret lièvre variable, du volubile tétralyre ou de la lointaine panthère de montagne sous d'autres altitudes et autres latitudes. Alors Kika, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a mon chat? Eh ben, et alors? De la baie vitrée là, de la maison qui est exposée sud-ouest. On est à la Drée, il y a beaucoup de soleil, c'est très éclairé. Et en face, le versant d'en face, c'est une grande forêt de mélèzes avec quelques hêtres encore. Et puis vers le haut, il y a les aiguilles. Ce sont des aiguilles calcaires très, très découpées et qui sont vraiment un point fort dans le paysage de la vallée. Et qui changent de jour en jour, à toutes les saisons.
C'est un spectacle permanent. Et puis de l'autre côté, justement, qui fait un peu le contraste avec cette vallée de montagne, il y a la vallée de la Durance qui est très ouverte. Donc j'ai une grande vue assez large sur la rive gauche de la Durance. On est dans la zone d'adhésion du parc national des Écrins, à 1400 mètres d'altitude. De la maison, j'ai vraiment l'impression d'être aussi à l'extérieur. La maison est très ouverte, très vitrée partout. Justement, l'idée, c'était de bien profiter de cet immense paysage. C'est une vie, on pourrait penser, sauvage. Pas tant que ça, je suis pas très loin d'Embrun ni de Gap, mais malgré tout, il y a ce côté montagne et qui fait que ça me convient tout à fait. J'ai eu la chance de grandir dans le Luberon, qui est quand même un endroit assez magique, dans le petit village de Buyoux, où j'ai passé les 21 premières années de ma vie. Des parents alpinistes, grimpeurs, skieurs. C'était une vie un peu sauvage, à courir la colline. Ces paysages de Haute-Provence, qui tranquilles, avant qu'il y ait beaucoup de grimpeurs et que le site soit très connu. Si le site a été connu, c'est un peu aussi à cause de mon père, indirectement, puisqu'il a été parmi les premiers à ouvrir les voies d'escalade là-bas. Olé, vacher! Alors, pendant mon adolescence à Buyoux, j'ai déjà côtoyé quelques grands noms de l'escalade et l'alpinisme. Des gens comme René de Maison ou Gaston Rébuffat sont passés à la maison. Après, il y a eu Patrick Edlinger, qui est devenu un ami, qui a été, dans sa génération, vraiment un très très grand grimpeur. Et effectivement, le sport, c'était pour moi une évidence. Et donc, jusqu'à passer le bac, c'est ce que je souhaitais faire. J'en ai été dissuadée par mes profs de PS, parce que c'était un peu compliqué d'arriver à avoir des postes. Je dessine, je fais des croquis au crayon, je peins à l'aquarelle aussi. Et c'est un peu ça qui m'a amenée à être garde-monitrice suite à une belle rencontre avec Christian Couloumi, qui justement à ce moment-là cherchait une personne pour illustrer un sentier de découverte à Réallon. Et là, j'ai travaillé pendant 3 mois avec les gardes. J'ai découvert la montagne et puis la nature sous un autre angle, avec un autre point de vue. Pas seulement l'aspect sportif, parcourir du dénivelé, aller à un sommet, grimper une paroi, mais de regarder d'un peu plus près la vie qu'il y a dans ces montagnes, et puis d'apprendre sur les différentes espèces et de les observer. Et ça, je reconnais que c'est de se poser, de passer du temps avec rien que les jumelles, et ne serait-ce que regarder l'activité des marmottes autour de leur terrier, ou les chamois sur un évé, ou des choses comme ça. Et puis vraiment l'envie d'en connaître plus et d'aller plus loin dans ces découvertes naturalistes.
Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit que c'était vraiment le métier qu'il me le fallait et qu'il fallait que j'arrive à faire ça. Ça a vraiment été mon objectif et j'ai mis tout en œuvre pour y arriver. Et en 1999, j'ai pu passer le concours en interne que j'ai réussi. J'ai fini première du concours interne, ce qui m'a surtout permis de choisir en premier sur les 15 postes qui étaient proposés dans les parcs nationaux. Et j'ai eu le poste dans les écrins. Et ensuite, j'ai pu arriver à Réallon, où je voulais être. Donc tout fonctionnait très bien. Et j'avais atteint mon but, c'est-à-dire d'être garde-monitrice dans le parc national des Écrins, où je vis aujourd'hui. Dans les photos naturalistes, il y a des espèces qui sont plus ou moins plus emblématiques que d'autres. Et puis plus difficiles à approcher. Donc c'est le cas par exemple du blanchon ou lièvre variable, qui est un lièvre d'altitude, qui est brun l'été et blanc l'hiver. C'est du camouflage pour éviter les serres de l'aigle. La bonne saison pour faire des belles photos, c'est les débuts de l'hiver, fin novembre, début décembre. Et là, ça commence par une nuit dans une cabane où il fait bien froid, c'est une cabane de berger. 5 heures du matin, je pars de la cabane, il y a du vent, le jour est pas tout à fait levé, l'ambiance est particulière, la neige vole à l'horizontale, mais je me dis aussi, c'est là qu'on va faire des belles photos. Et parce que c'est là aussi la recherche de belles ambiances et qui décrivent bien le milieu de cet animal qui vit dans des conditions incroyables en altitude. Voilà, donc approche, déjà commencer par trouver ses empreintes dans la neige, des empreintes fraîches. Très caractéristique, c'est comme celle du lièvre d'Europe, mais c'est un Y. Il pose d'abord les 2 pattes arrière l'une derrière l'autre et les 2 pattes avant passent devant. On suit le Y dans le sens de lecture. Il a passé la nuit à manger, à grignoter des brins d'herbe sèches au pied de rochers, dans des endroits sur des crêtes ventées. Et il attend que le soleil arrive au niveau d'un gîte sous un caillou, en attendant que les premiers rayons du soleil viennent le réchauffer. Et c'est là qu'il faut le chercher. On va finir par trouver la petite boule blanche, presque plus blanche que la neige. Quand le soleil arrive dessus, il est presque lumineux. Et là, là, je me mets à ramper dans la neige, en se cachant derrière des blocs pour pas être vue, pour aller le plus près possible. Mais aussi, le but, c'est de ne pas le déranger, de ne pas le faire courir, parce que quand il va partir, il va dépenser beaucoup d'énergie et il mange vraiment pas grand-chose. Voilà, donc il faut y faire attention. Et puis là, passer du temps avec lui, l'observer et voir qu'il est tranquille, faire des photos. Il bâille, il tire la langue, il a les yeux fermés, donc tout va bien pour lui. Et pareil, quand on estime qu'on a les photos qu'on voulait, c'est repartir, re-ramper dans l'autre sens, dans la neige. On a froid aux pieds et aux mains. Quand on fait les photos, on essaye de pas trop laisser les mains longtemps en dehors des gants. Mais voilà, ce sont des moments assez magiques.
Alors est-ce que le réchauffement climatique va aussi certainement le mettre en danger? Son milieu de vie se rétrécit un peu puisque il va remonter en altitude, mais pas éternellement. Bon, on ne sait pas si ça va durer longtemps parce que on se retrouve avec des débuts d'hiver très peu enneigés. Et là, malheureusement, lui, le lièvre, il est blanc. Au milieu des rochers, des pelouses alpines. Et là, on le voit comme le nez au milieu de la figure. Et c'est vraiment un signal pour les prédateurs. Alors, dans mes observations et chasses photos naturalistes, il y a eu des moments exceptionnels, mais un plus particulièrement, ça a été le premier affût au tétralyre. Il faut commencer par monter le soir. Donc là, c'est en ski, dans la neige, gros sac à dos avec la tente, le duvet, de quoi se faire chauffer quelque chose le soir. La montée un peu longue, en ski de rando. Alors là, on se retrouve, on monte à la limite supérieure de la forêt, qui est l'écosystème du tétralyre, qu'on appelle la zone de combat, qui est entre la forêt et l'étage alpin, où là, il n'y a plus que des pelouses alpines. Et c'est un endroit où il y a des landes, rhododendrons, myrtilles. C'est la zone de combat. Donc voilà, le tétralyre, il affectionne cette zone-là justement pour les landes où il trouve à manger et où il va pouvoir, la femelle pourra nicher parce que c'est un abri pour ses petits. L'idée ensuite, ça va être 4 heures du matin, avant le jour, c'est de rentrer dans l'affût, de s'installer dans l'affût. Et d'attendre, dans le noir. Donc voilà, l'idée c'est déjà de ne pas déranger les tétras dans leur parade, puisque là c'est au mois de mai, hein, ils sont en pleine parade pour les accouplements. Il fait pas bien chaud, on essaye d'être bien couvert, et c'est l'attente. Il fait pas jour encore. Et petit à petit, en face, de l'autre côté de la vallée de la Durance, le jour commence à pointer à l'est. Et là, ça a été la grande surprise, c'est que tout d'un coup, ça a été, moi je peux dire, une pluie de tétralyre. En quelques minutes, il y a 15 oiseaux qui sont littéralement tombés sur la place de champ. Alors en chuintant, en roucoulant, hein, c'était même assourdissant. Les oiseaux, donc l'affût, ils s'en préoccupent absolument pas. Ils sont très concentrés sur leurs affaires. Et tout ça, ça parade, chacun sur sa petite place. S'il y en a un qui s'approche trop, il se bagarre. Les mâles sont très bruyants. Ils s'agitent. Ils ont les plumes de leur queue en forme de lyre qui sont redressées. Les plumes blanches qui font un éventail au milieu. Et ils tournent sur eux-mêmes en chantant, en faisant des bonds, en chuintant. Et puis, si de temps en temps, ils partent l'un sur l'autre, et là, c'est un peu comme on peut dire, se voler dans les plumes. C'est vraiment au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a des plumes qui volent, ils s'attaquent, ils se battent. Et puis, ça peut durer quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, et puis après, hop, chacun repart de son côté. Ça se recalme à nouveau. Puis voilà, c'est ça pendant 3-4 heures.
jusqu'à ce que il y en ait un qui donne le signal, qui s'envole, et après, pareil, en quelques minutes, ils sont tous repartis. Dans ce cas-là, on est au milieu de la place de Champ. Mais de les voir comme ça de tout près, c'est spectaculaire parce qu'on voit leur œil, on voit les caroncules rouges bien développés, les détails, les reflets irisés sur leurs plumes. Et ils sont là, parfois ils se cognent contre l'affût. Et il faut vraiment pas attention à nous. Mais après, voilà, là où je ressens plus d'émotion, c'est d'arriver à faire la photo que j'ai en tête. Ce que j'aime bien, c'est on voit pas forcément l'animal complet, ni sa tête, mais un morceau seulement. Voilà, c'est vraiment un moment privilégié, vraiment. Ensuite, quand ils s'en vont, je sors de l'affût et là c'est waouh. Dans le monde de la photographie animalière, il y a un photographe qui me touche en fait. Ces photos dégagent de l'émotion pour moi et c'est Vincent Munier. Alors que ce soit ces photos de panthères ou ces photos de loups ou de tout simplement les photos qu'il peut faire autour de chez lui. Mais voilà, j'avais ça en tête. Et puis je suis tombée un peu par hasard sur une ONG qui propose des séjours de sciences participatives. L'idée, c'est d'aller dans des réserves qui se situent dans les monts Célestes, qu'on appelle aussi les Tian Shan, près de la frontière chinoise. Compter tout ce qui est mouflons, bouquetins, qui sont les proies de la panthère, donc voir si l'écosystème convient bien. Relever de tous les indices de panthère, les grattages, les marquages d'urine, qui sont ces marquages territoriaux. Donc voilà, je suis partie au Kyrgyzstan. Je m'y sens bien tout de suite, vraiment à l'aise. Les gens sont accueillants, voilà, et c'est agréable. Juste avant de partir pour les montagnes, où là, ça sera tout autre chose. Donc le lendemain matin, c'est départ là dans un minibus, d'abord sur des routes un peu défoncées, mais ça se fait pas trop mal. Et puis ensuite dans un 4x4, alors c'est un vieux 4x4 russe, un Oise, un petit 4x4 gris, voilà. Et là c'est la piste et après on traverse ces grands plateaux. Là, c'est spectaculaire. Moi, j'en ai un peu le souffle coupé parce que c'est des paysages incroyables, c'est des immensités, des troupeaux de moutons, des chevaux par endroits, quelques yourtes. Arrivé au poste des gardes de la réserve, là on est attendu. Il y a les chevaux aussi qui sont là puisqu'on va partir à cheval. Dans cette réserve qui est quasi grande comme le parc national des Écrins et qui est en réserve intégrale. Et alors ça, c'est assez incroyable parce que donc, elle est interdite à tout le monde. Pas de troupeau, personne, pas de randonnée, pas de trekking là-bas. Il faut avoir une autorisation pour y aller, ce qui est le cas pour le groupe puisque on a une mission bien spécifique. Voilà, et dans des paysages incroyables, des vallées immenses, des sommets à 5000 autour, avec des glaciers. On va
réaliser des transects. Ce sont des parcours sur des crêtes ou au pied de parois. C'est les zones qui sont favorables pour le passage de la panthère. C'est là qu'elle va venir marquer son territoire. Et voilà, l'idée c'est de parcourir ces itinéraires à la recherche d'indices. Alors, pas seulement de panthères, mais aussi d'étudier tout ce qu'il y a autour qui fait partie de l'écosystème de la panthère. Donc les bouquetins, c'est le bouquetin de l'Himalaya. Et puis le mouflon qui est l'Argali ou le mouflon de Marco Polo, qui est un très très gros mouflon. Il y a de l'ours brun, Isabelle. Donc l'ours brun qu'on peut trouver comme chez nous dans les Pyrénées, et Isabelle parce qu'il a une teinte plus claire, un pelage plus clair. Donc les suivis des loups aussi, avec relevé au GPS, comme pour les autres grandes espèces, de leur présence. Faire les transects, c'est intéressant parce qu'on voit les paysages, on se balade, on trouve facilement les indices de présence des différentes espèces. Mais le plus excitant, je vais dire, c'est d'arriver sur le piège photo et on regarde ce qu'il y a eu. Alors, il y a un peu de tout. Il y a toujours des panthères des neiges. Des fois, ça peut être une femelle avec ses 2 ou 3 chatons. Il y a une panthère qui a dormi devant, qui s'étire, on la voit faire, elle s'étire, elle se lève, elle se tourne. Même si là, on sait qu'on l'a pas vue, mais c'est pas grave, en fait, on sait qu'elle est là, et puis même certainement qu'elle nous voit passer, elle, du haut des crêtes ou des endroits où elle se tient. Alors il y a des observations qui sont marquantes. Mais une fois, je suis tombée sur 7 loups qui étaient couchés dans la lumière du soleil du soir. Et puis voilà, dès que le soleil est passé, les 7 loups se sont levés et sont redescendus dans la vallée. Et là, je reconnais que c'était vraiment une super observation et un moment assez intense. Alors si dans des réserves comme au Kyrgyzstan, dans ces grandes réserves très sauvages, où il y a une faune malgré tout abondante, ou dans les parcs nationaux chez nous, comme dans le parc des Écrins, où on voit quand même des animaux, il faut être conscient que c'est pas du tout le cas partout. Il y a des zones qui sont vides de vie, et ça c'est triste, surtout pour les générations à venir, de penser que les enfants à venir ne verront pas déjà certaines espèces qui auront disparu, et puis vont vivre dans des environnements complètement aseptisés et voilà, vides de vie animale. Il me semble que c'est important, et en plus c'est important pour notre survie à nous. Et il faut qu'on soit aussi bien conscient en tant qu'humain que on n'est pas au-dessus de tout ça et qu'on est juste une partie. Observer la nature, c'est d'être ouvert, attentif. C'est pas seulement faire un chrono sur un dénivelé en regardant sa montre. Passer 25 ans à observer la nature m'a apporté du bien-être et je crois une certaine joie et un bonheur de vivre, tout simplement. Mireille s'est donc éloignée du sport chronométré pour se consacrer à la contemplation de la montagne. Est-ce que c'est là la source d'une philosophie joyeuse de vie, par l'observation et l'écoute attentive? À méditer. Cet épisode est parrainé par le Parc national des Écrins, que nous remercions, ainsi que les personnes
qui ont soutenu sa réalisation. Merci à Mireille Coulon pour sa participation et pour nous avoir accompagnés sur le terrain. Une réalisation de Laurent Sistac, avec la voix de Christelle Bidot-Breuer, la musique d'Audio Network. Une production La Belle Échappée.